Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler des normes européennes qui, à mon avis, c'est un avis, protègent l'industrie nucléaire mais pas la santé. Peut-être resituer un petit peu les institutions qui sont chargées en principe d'assurer la sécurité des populations à l'égard du risque nucléaire. On a déjà évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le mandat est double. Il s'agit de faire la promotion du nucléaire civil et il s'agit d'empêcher la prolifération, c'est-à-dire le transfert d'activités civiles vers des activités militaires. Et on voit que dans le conflit qui oppose ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les pays riches, vis-à-vis de l'Iran, on a bien montré que le passage du civil au militaire était une probabilité importante. C'est curieux parce qu'avant, on a toujours nié que c'était possible. Je n'ai jamais entendu qu'on parlait du transfert des activités civiles de la France et de l'Angleterre vis-à-vis du militaire. C'est peut-être que le militaire avait précédé. C'est ça l'explication. Mais en réalité, la connexion est flagrante entre les deux. Deuxième élément, la CIPR, qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, la Commission internationale de protection contre les radiations, qui n'est pas une instance de décision, mais qui est une instance de conseil et de recommandation internationale, où se trouvent des experts du nucléaire, des experts du risque radiatif, et qui donnent des avis et font des recommandations en matière de normes. Donc, ils ont une autorité morale évidente sur les différents pays qui sont confrontés au risque nucléaire. Et enfin, ça nous concerne directement, le traité Euratom. Alors, qu'est-ce que c'est le traité Euratom? C'est un traité qui date de la naissance de la communauté européenne, de 1957, qui, en fait, a aussi un double mandat, exactement comme l'AIEA, mais au niveau européen. Il s'agit d'une part de développer l'énergie nucléaire civile, et je n'ai pas retenu exactement les textes, je ne les ai pas sous la main, mais je me souviens parfaitement de la formulation. C'est dans le traité Euratom, en exergue, il est dit ceci: il s'agit de développer en Europe un secteur de production d'énergie nucléaire puissant pour répondre aux besoins du futur et ainsi garantir l'avenir joyeux de l'ensemble de la communauté européenne. C'est à peu près ça. Donc je brode un peu, mais c'est à peu près ça. Et deux, il s'agit de protéger les populations contre les risques. Alors, donc, à cet égard-là, le traité Euratom a comme devoir de promulguer des directives, des règlements qui seraient appliqués par tous les États européens visant à protéger les populations. Alors, petite remarque pernicieuse, ce traité Euratom qui date de 1957 et qui a donc 52 ans, c'est pas mal, il n'a pas du tout été modifié par le récent traité de Lisbonne, qui vient maintenant, enfin, à moins qu'il y ait un couac du côté de la Tchéquie, normalement il doit être définitivement approuvé puisqu'il a été ratifié par les Irlandais. Le traité de Lisbonne ne change pas du tout le traité Euratom, qui reste à côté. Donc, il y a le traité européen avec toutes les politiques, et puis il y a à côté un régime spécial pour le nucléaire, le traité Euratom. Autre remarque tout à fait importante, c'est que ce traité Euratom échappe complètement au contrôle démocratique, et je m'explique. Je suis moi-même ancien parlementaire européen, donc j'ai fonctionné 15 ans au Parlement européen, et à ce titre-là, j'ai été nommé en 1994 rapporteur du Parlement sur la problématique des normes. Donc c'est moi qui avais en charge le dossier vis-à-vis de la Commission européenne et vis-à-vis du Conseil. Donc le Parlement a émis une position qui était pas mal d'ailleurs, enfin je ne vais pas me vanter trop, mais j'avais réussi quand même à faire passer un certain nombre de paramètres et de propositions qui étaient un peu révolutionnaires par rapport au discours dominant. Tout ça a été balayé par le Conseil des ministres qui était seul à décider. Donc le Parlement européen a été écarté légalement, puisque le traité Euratom c'est de la compétence unique des ministres européens. Donc le Parlement européen est hors jeu. Bon, et il reste hors jeu aujourd'hui après le traité de Lisbonne. Je signale que c'est un des seuls domaines, mais ici de façon très claire,
où le Parlement européen reste en dehors de la décision. C'est quand même étonnant. Alors, quelques commentaires sur ce traité Euratom, sur les autres aspects que les normes, parce que c'est important. Il y a un certain nombre d'articles dans ce traité, et la base de la réglementation européenne du secteur nucléaire se trouve dans ce traité, qui est bien rédigé. Ça n'a pas été fait n'importe comment. Il s'agissait d'encadrer intelligemment le secteur nucléaire. Et il y a un article 34 qui exige des États membres, ici il faut un E majuscule, je m'en excuse, il y a une faute de frappe, l'avis de la Commission européenne avant toute expérience dangereuse. Alors, une expérience manifestement dangereuse a été initiée par la France avec Superphénix. C'était clair, c'était nouveau, il n'y avait pas de surrégénérateur dans les autres pays européens, donc il s'agissait d'une nouvelle expérience. Et lorsqu'il a fallu faire démarrer Superphénix, il y a eu une opposition très forte de la part des populations riveraines et surtout de la population suisse voisine, qui ont lancé une initiative vis-à-vis de la Cour de justice européenne pour faire remarquer qu'on n'appliquait pas le traité Euratom, l'article 34. Bon, heureusement, entre-temps, il y a eu une décision qui a sauvé la mise. La décision d'arrêter Superphénix a finalement enterré le dossier, puisque tout le monde était content, il n'y avait plus de Superphénix. Mais il n'empêche que personne n'a respecté cet article 34, et aussi pour le retraitement. Lorsqu'on a commencé à retraiter les combustibles de la filière DWR à La Hague, aucune information n'a été donnée à la Commission européenne. Même chose à Sellafield, donc l'article 34, tout le monde s'en fout, sauf les pays qui n'ont aucune responsabilité. Mais les deux pays les plus puissants en matière nucléaire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, on dit zut, très clairement. Deuxième article important, c'est les activités de contrôle pour éviter la prolifération. Et là, j'ai eu moi des informations directes d'un fonctionnaire européen lorsque j'avais visité Sellafield avec lui. Il me disait, on n'est pas en mesure de contrôler ce qui se passe à Sellafield ni à La Hague. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout s'il y a du plutonium qui risque de passer dans la filière militaire ou pas. On n'en sait rien. Donc on fait semblant, mais en fait on n'en sait rien. Donc, en fait, cet article 35 qui permet de garantir le respect des normes, la Commission est inopérante parce qu'elle n'a pas les moyens en personne. Il y a 2 ou 3 fonctionnaires qui sont en charge de ça et en plus qui doivent se contenter de recevoir les informations venant des 2 États en question, puisque ce sont les 2 seuls concernés. Ce sont les 2 seuls pays de l'Union européenne où il y a un nucléaire militaire. Donc, ils doivent quémander les informations à l'autorité française et à l'autorité britannique pour recevoir les informations, mais ils n'ont pas le droit eux-mêmes de contrôler. Donc c'est absurde, c'est un contrôle qui n'existe pas. Alors, venons maintenant aux normes. Eh bien, sur la base donc, de ce traité Euratom, il y a eu une première directive en 1980. Donc la directive 80-836 Euratom, 15 juillet 80, qui est une directive qui était basée sur, comme toujours, sur les recommandations de la CIPR. Et les recommandations de la CIPR dataient de 1977, excusez-moi, 77. J'ai des pulsions belges par moment, donc je dois me réfréner, excusez-moi. Donc 77, c'était les recommandations de la CIPR qui ont donné lieu à cette directive en 80. Il se fait que dans les années 80 et au début des années 90, la CIPR a modifié ses recommandations et donc ça a donné lieu à une nouvelle directive qui est en vigueur aujourd'hui, qui est la directive 96-29 Euratom du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisés. Ouf, c'est très long, mais ça dit à peu près bien ce que ça veut dire. Donc les normes, c'est cette directive 96. C'est un véritable calque des recommandations de la CIPR. Donc en fait, on fait semblant de réfléchir de son côté et de choisir des normes. En réalité, on reprend quasi textuellement les recommandations de la CIPR. On ajoute quelques remarques relativement secondaires et puis en avant. Donc c'est pas très original. Et je dis l'intervention du Parlement qui était
assez consistante a été balayée parce que ça ne correspondait pas à ce que voulait le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, ce qu'il voulait, c'est qu'on n'embête pas trop le secteur nucléaire. Et je vais vous le montrer par le contenu de cette directive. Une des principales critiques que nous avions émises, je dis nous parce que c'était l'ensemble du Parlement qui avait voté un texte largement majoritaire, ça portait sur ce qu'on appelle les seuils de libération, qui sont manifestement la porte ouverte à la dissémination de la radioactivité. Alors, les seuils de libération sont des seuils de radioactivité, soit en concentration, soit en quantité, qui concernent l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances. Ça a été évoqué par Roland Desbordes tout à l'heure. Donc, ces seuils concernent l'élimination, recyclage, réutilisation. Donc, pour des matières ou des substances radioactives ou des matières qui en contiennent. Mais c'est nationalement qu'on fixe ces seuils. Alors, qu'est-ce que c'est ces seuils? Ce sont des valeurs de contenance radioactive, de concentration, de quantité de radioactivité, en dessous desquelles on considère que ce n'est pas radioactif. Je caricature même pas, hein, c'est comme ça. Donc on considère qu'en dessous de ce seuil, il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a pas besoin de rien, on peut y aller. Ce qui est tout à fait en contradiction avec les recommandations elles-mêmes de la CIPR qui disaient il n'y a pas de seuil. Ça c'était nouveau en 91. La CIPR disait il n'y a pas de seuil et la relation entre la dose et l'effet elle est linéaire. Donc s'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de seuil de libération en dessous desquels il n'y a pas de risque. Donc j'ai cru être futé en faisant une proposition de compromis qui était un peu futée effectivement, qui disait c'est valable pour les éléments radioactifs à faible durée de vie. S'ils sont à très faible durée de vie, ce n'est pas la peine d'avoir des mesures extrêmement compliquées pour les confiner, faire des tas d'histoires, si en quelques secondes la radioactivité a disparu, ou en quelques minutes, ou en quelques heures. Donc ça pouvait se défendre. Mais ici, ça s'applique à tous les radioisotopes. Donc ça veut dire y compris des émetteurs alpha ou des émetteurs bêta mou, comme on a évoqué tout à l'heure, ça s'applique aussi. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si on prend une matière radioactive, un paquet de déchets, et qu'on coupe en petits morceaux, on fait des paquetages en petite quantité, et bien on ne doit même pas demander l'autorisation, on est en dessous du seuil de libération. Donc c'est affreux. Sur le principe, c'est affreux. Alors pourquoi cette mesure est-elle intégrée dans la directive? Elle l'est toujours intégrée, parce qu'on est confronté, on va être confronté de plus en plus au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion de vieux déchets. Donc de déchets dits de basse activité. Donc ça va pouvoir autoriser la libération dans l'environnement un peu n'importe comment, puisqu'on sera en dessous de ces seuils. Bon, ce n'est même pas de la malveillance de ma part, c'est une analyse correcte, je crois. D'ailleurs, elle est faite même par des gens qui sont pour le nucléaire et qui disent que ce n'est pas acceptable. Donc, il n'y a pas que les contestataires du nucléaire qui trouvent que cela est inacceptable. Donc, c'est dans les textes. Donc, je ne sais pas comment ça s'est traduit dans le droit français, puisqu'il y a une transposition de cette directive en droit français, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas laxiste. Ils ont justement émis un avis parce que le ministère a donné l'autorisation de réutiliser des gravats contaminés. Et donc, c'est d'accord, ils sont sur le fait qu'il n'y ait pas de seuil de libération, pas de seuil d'exemption, mais ça ne change rien parce qu'il est possible de faire des dérogations. Et il y en a. S'il y a des dérogations, celle-là, ça revient au même. Hein. Disons qu'on se trouve dans le même cas de figure, donc c'est clair que l'objectif, dans le texte de la directive, dans l'exposé des motifs, la Commission dit, et le Conseil des ministres a suivi, qu'il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas du tout de faciliter. C'est pas ça l'objectif. Non, mais c'est le résultat. Donc c'est l'objectif en réalité. Donc on n'ose pas le dire que c'est l'objectif, mais c'est la réalité, c'est l'objectif. Alors, petite remarque à ce sujet-là. Les valeurs seuil, donc seuil de libération ou seuil d'exemption, la formulation n'a pas d'importance, ça revient au même, existait déjà dans la directive précédente en 80. Alors, c'était plus logique parce qu'à cette époque-là, on considérait qu'il y avait un seuil de risque. On ne disait pas qu'il n'y avait pas de seuil. Donc, il y avait un seuil de risque. En dessous d'un certain niveau, on considérait que c'était négligeable.
Donc on pouvait considérer que c'était cohérent. C'était peut-être pas intéressant d'un point de vue précaution, mais du point de vue de leur logique pro-nucléaire, c'était cohérent. Et ça devient incohérent dans une nouvelle directive qui sort 16 ans plus tard et qui est basée normalement sur une nouvelle vision de la radioprotection où on dit il n'y a pas de seuil et la courbe de réponse est linéaire. Donc ça ne tient plus. Donc le seuil de libération, ça ne tenait plus. Alors ce qui est plus grave, c'est que pour différents isotopes, je pense ici au krypton et au xénon, les valeurs seuil ont été relevées dans des proportions importantes par rapport aux valeurs précédentes de 1980. 2000 à 20 000 fois supérieures, selon les isotopes, à celles fixées dans la directive antérieure. Donc, où est la logique? On augmente les seuils, donc ce qui veut dire que des installations comme La Hague, par exemple, où on rejette quand même pas mal de gaz radioactifs, de gaz rares radioactifs, comme le krypton, on peut y aller, hein. En fractionnant de temps en temps, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une proposition récente, enfin, elle date de 3 ans maintenant, de la CIPR, qui consiste à généraliser cette pratique de libération et d'exemption à l'ensemble du monde, de façon à ce que les produits puissent circuler dans le cadre de la mondialisation en cours, et accélérée d'ailleurs, on puisse récupérer des produits qui soient un peu contaminés, mais pas trop, de telle façon que ça n'entrave pas le commerce. Donc on a ici par exemple les émetteurs alpha artificiels. Dans les émetteurs alpha artificiels, vous avez le plutonium 239. Eh bien, le niveau d'exclusion proposé, c'est 10 becquerels par kilo, ce qui est insupportable. Enfin, personnellement, je trouve insupportable qu'on puisse avoir des substances ou des produits contenant du plutonium, et lorsque il s'agit de récupérer des métaux, des matériaux recyclés d'origine douteuse, comme par exemple ceux qui se sont trouvés dans les environs immédiats d'essais nucléaires réalisés dans les années 50-60, on retrouve des mitrailles, des métaux différents qui peuvent être recyclés, réutilisés, et qui peuvent donc se trouver avec des niveaux de contamination importants et se retrouver partout sur le marché sans qu'on puisse s'opposer. Donc c'est en toute légalité, ils sont contaminés mais non radioactifs, officiellement. Donc je te baptise non radioactif et tu es non radioactif. Toujours cette directive 96 Euratom, il y a un principe qui est bon, un bon principe qui est le principe de justification qui est inscrit dans les textes. Donc celui-là n'a pas fait l'objet de critique ni d'opposition, il a été voté par tout le monde, mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout appliqué, qu'il ne l'était déjà pas à ce moment-là et qu'il l'est encore moins maintenant. C'est le principe de justification. Alors qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit que pour toute activité, pour toute pratique impliquant des matériaux ou des substances radioactives, il faut une justification, c'est-à-dire qu'il faut que les avantages compensent les inconvénients. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour le retraitement ou la production de combustible MOX, il faudrait faire une étude coût-avantage. Je crains que cette étude ne tourne largement au désavantage du MOX et du retraitement. Si on faisait cette étude, la pratique du retraitement est condamnée. C'est évident. Toutes les données convergent. C'est injustifiable. Donc, puisque c'est injustifiable, on ne justifie pas. Donc, on fait semblant que l'article n'existe pas. Donc, je critique ici le traité Euratom et la directive, mais quand il y a des bons aspects, ça n'est même pas appliqué. Donc, on se fout de nous. Alors, dernier élément de cette directive qui était ridicule, c'est qu'il y a un article 10 sur les femmes en âge de procréer qui sont en milieu de travail exposées. Et en milieu de travail, on dit que la dose reçue après la déclaration de grossesse, donc la personne qui est enceinte va déclarer sa grossesse, et à partir de ce moment-là, pendant le reste de sa grossesse, l'irradiation ne peut pas dépasser 1 millisievert. Donc c'est la dose globale reçue pendant le reste de la grossesse. C'est tout à fait insuffisant, parce que c'est la dose qu'on considère comme ne devant pas être dépassée par une personne adulte du public. Donc on protège le fœtus comme une personne adulte du public. C'est ridicule. On sait très bien que le fœtus est beaucoup plus sensible, donc cette mesure n'était pas du tout satisfaisante. Donc il y avait eu un amendement adopté par le Parlement qui a été balayé. Pourquoi? Parce que ça met évidemment en question tout le secteur nucléaire.
dès que les normes deviennent un petit peu pressantes, ça pose des problèmes. Alors, venons un peu plus près de nous, 2007. Il y a eu, depuis cette directive, qui est déjà insuffisante, d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une série de manquements, et deuxièmement, parce qu'il y a aussi une non prise en compte d'une série de travaux scientifiques qui montraient qu'il y avait d'autres risques, et que les risques de cancer, notamment, étaient plus importants que prévu. Depuis lors, il y a eu des données officielles, c'est-à-dire émanant d'institutions de radioprotection officielles, et ici c'est le comité Bayer aux États-Unis, 2007, qui maintenant ont montré, enfin ils ont déclaré officiellement, donc, au nom de l'organisme officiel qui se préoccupe des risques liés à la radioactivité, le risque global de cancer est 37,5% plus élevé chez la femme que chez l'homme pour une même exposition. Ça n'a pas du tout été pris en compte dans les normes actuelles en Europe. Mais aux États-Unis non plus. Alors le risque de cancer est 3,7 fois plus élevé chez un bébé de sexe masculin que chez un homme adulte de 30 ans pour une même dose. Toujours dans le même rapport de 2007. Et enfin, ici on combine les deux, donc le problème du jeune âge et le problème du sexe. Un bébé de sexe féminin, 4,5 fois plus élevé que chez un homme adulte. Donc on voit que si on prend l'homme adulte comme la référence, ce qui est le cas pratiquement dans tous les calculs, on est à côté de la plaque pour protéger les éléments les plus faibles, les plus fragiles, je ne dirais pas les plus faibles, mais les plus fragiles, les plus vulnérables de la société. Alors, au-delà de ce qui est officiel, ce que je viens de dire, il y a évidemment des études scientifiques qui ont été menées, notamment toutes les études émanant des scientifiques biélorusses, russes et ukrainiens qui ont fait l'objet de nombreuses publications depuis Tchernobyl. Publications qui malheureusement pour la plupart sont en langue russe, donc ne sont pas prises en considération par les Européens ni par les États-Unis. Donc parce que c'est en russe, donc ils font semblant qu'ils ne savent pas, donc ils ne connaissent pas le russe, mais ils ne cherchent pas trop à traduire. Donc ça reste confidentiel, ça reste limité dans sa diffusion du fait que c'est publié dans une langue qui n'est pas une langue dominante. Alors ce qui sort de cela et d'autres études qu'on a évoquées déjà largement aujourd'hui, mais sur lesquelles je vais revenir, un élément en tout cas qui est clair, c'est que les effets sur la santé reproductive ne sont pas pris en compte dans l'évaluation des valeurs limites autorisées. Donc je critique toujours les normes en vigueur. Tout est focalisé sur le cancer. Vous l'avez remarqué, c'est en nombre de cancers par unité de dose. Le fait qu'on focalise l'attention sur le cancer, qui est effectivement une pathologie très grave, mais on laisse de côté toutes les pathologies non spécifiques provoquées par les radiations. C'est vrai que les problèmes cardiovasculaires qu'on a évoqués tout à l'heure, les myopathies et je ne sais tout quoi, toutes ces pathologies ne sont pas spécifiques des radiations, alors que depuis l'origine, on sait bien que les mutations génétiques et le cancer, c'est directement lié aux radiations. Pour le reste, on ne le savait pas. Donc on a découvert tout cela, notamment grâce à Tchernobyl, si je puis dire. Et enfin, dernier élément, les synergies possibles entre une exposition aux radiations et une exposition à la pollution chimique restent complètement ignorées, alors qu'on sait très bien que ça existe. Et ils ont critiqué le modèle de la CIPR. Alors voilà les principaux reproches. Ils disent que l'extension du modèle CIPR, qui a été établi essentiellement sur la base des retombées d'Hiroshima et Nagasaki, qui a été établi pour des doses élevées et aiguës externes, c'est ce qui a été dit ce matin, vous vous rappelez, dans le débat, doses élevées et aiguës externes. Tout ça a été transposé à tous les autres types d'exposition, et donc ils disent que scientifiquement, ce n'est pas valable. Et alors voilà un petit tableau récapitulatif pour les normes actuelles s'appliquent, la méthodologie actuelle, pas les normes, la méthodologie qui aboutit aux normes s'applique certainement pour les doses aiguës externes au-dessus de 100 millisieverts, avec, selon le série, un coefficient 0,5 à 25 pour modifier cela. Donc, vous voyez, ça c'est très vague. Pour les doses externes inférieures à 100 millisieverts, c'est sous-estimé, disent-ils, de 1 à 50. Et pour les doses internes, ce n'est pas valable du tout.
Et là, c'est une sous-estimation qui va de 1 à 2000. Donc ça veut dire que tous les problèmes de contamination interne, qui, selon eux, et je partage cette opinion, sont essentiels. La contamination interne est essentielle, et je pense que tous les débats d'aujourd'hui contribuent à accréditer cette thèse. Les normes ne sont pas applicables. Il faut donc modifier d'un facteur 1 à 2000, donc ça reste évidemment très vague. C'est peut-être 200, c'est peut-être 2000. Vous allez voir tout de suite où ça conduit. Donc ce qui veut dire qu'il faut renforcer les normes en les abaissant de façon importante. Alors voilà les facteurs de pondération radiologique utilisés. Donc vous savez que selon qu'il s'agit de rayons gamma X, d'électrons bêta, ou de particules alpha ou de neutrons, on a un facteur de pondération, parce que c'est beaucoup plus dangereux les particules alpha, parce que ce sont des particules qui ne vont pas très loin dans l'organisme. Donc si on ingère des particules alpha, elles ne bougent pas beaucoup, elles libèrent toute leur énergie sur quelques cellules, donc à une partie très limitée de l'organisme. Et donc le facteur de pondération de la CIPR, c'est 20. Donc ils sont d'accord là-dessus. Et sur les neutrons, ben, ça varie, et les protons, ça varie selon l'énergie, selon qu'il s'agit de neutrons très énergétiques ou pas très énergétiques, de 5 à 20. Alors quels sont les effets sur la santé du rayonnement? Ben, la CIPR se fixe très fort sur le cancer et examine quand même d'autres éléments, donc le cancer mortel certainement, les dommages héréditaires oui, et l'affaiblissement du QI. Donc le coefficient intellectuel des fœtus ou des bébés qui ont reçu une irradiation est globalement plus faible. Ça, la CIPR le dit déjà depuis longtemps. Donc, mais par contre, tout le reste, cancer non mortel, néoplasme bénin, mortalité infantile, réduction du taux de natalité, faible poids à la naissance et détérioration générale de la santé, c'est-à-dire vieillissement accéléré de l'organisme, tout ça n'a pas été pris en compte par la CIPR, et donc c'est ce que le CERI dit, il faut le faire. Et eux l'ont fait. Je suis en train de me faire le porte-voix de leurs travaux. Hein. Alors, les facteurs de risque de la CIPR et du CERI concernant les effets sur le corps entier pour l'ensemble de la population, voilà ce que ça donne, et une série de chiffres. On voit par exemple pour les malformations après exposition in utero, donc les expositions de l'embryon du fœtus, il y a un seuil selon la CIPR, il n'y a pas de seuil selon le CERI. Alors, pour le reste, il y a quand même des différences marquées, mais pas essentielles, mais il y a des différences importantes. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été collectées par eux, qui mettent en évidence le risque de leucémie et de cancer chez les enfants vivant à proximité de l'installation nucléaire. Et là, Michel m'a tendu la perche avec l'étude allemande, qui est plus récente, qui date de 2007, si je ne m'abuse, qui est récente, et qui fait que accréditer les études précédentes, qui souvent ont été balayées d'un revers de main en disant les populations sont trop peu importantes, statistiquement ce n'est pas significatif, etc. Et voilà le tableau récapitulatif qui a été établi par le CERI. Donc ils alignent une série de sites au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et accessoirement en France, puisqu'il y a quand même la Hague et l'étude de Vielle, avec la date de parution de l'étude et l'amplification du risque tel qu'évalué par la CIPR. Donc ils considèrent que selon l'étude épidémiologique effectuée, on constate que le risque est 100 à 300 fois plus élevé que prévu par la méthodologie de la CIPR. Je pense à Sellafield, je cite Sellafield. Vous voyez que pour tous les autres, ça va de 100 à 1000. Donc chaque fois, la tendance, les chiffres n'importent peu, ce qui importe c'est de voir que chaque fois, la réalité épidémiologique montre que les effets sont beaucoup plus importants, il y a beaucoup plus de cancers ou de leucémie que prévu par les calculs de dose. Donc ce qui veut dire que soit on se trompe dans les calculs, on se trompe dans la méthode, et c'est ce que les pro-nucléaires disent. Ils disent que ces études ne sont pas significatives statistiquement, c'est pas valable, il y a trop peu de population, donc il y a une marge d'erreur trop grande, et ils n'ont pas tort. Je vais revenir là-dessus. Scientifiquement, ils n'ont pas tort. C'est vrai que quand la population n'est pas assez grande, il y a une marge d'erreur importante. Le problème, c'est qu'on a ici une dizaine de cas. Alors, si chaque fois la marge d'erreur est importante, on constate quand même que l'erreur est toujours dans le même sens. Ici, on va de 100 à 1000.
par rapport aux chiffres prévus. Donc, si on est en erreur une fois, que ce soit dû au hasard 10 fois de suite, la probabilité globale que ce soit erroné est infinitésimale. Donc, autant si on prend les études séparément, ils ont raison de dire que ce n'est pas significatif, autant ce n'est plus vrai lorsqu'on les prend toutes. Parce que si on les prend toutes et qu'elles convergent pour dire qu'il y a un risque beaucoup plus grave, beaucoup plus important, à ce moment-là, la probabilité d'erreur devient très faible. Donc, bien sûr, le chiffre est soumis à discussion. Je pense que les calculs de dose ont peut-être été insuffisamment précis, mais de toute manière, la tendance est claire. Et après cela, il y a eu cette étude allemande qui a corroboré l'ensemble de ces travaux-ci, qui va donc dans le même sens, ce qui est une bonne chose, parce que, pour une fois, on sent les doses resserrer. Alors, selon les auteurs de l'étude du série, ils mettent en cause un certain nombre de contaminations internes particulières. Ils disent qu'un certain nombre d'isotopes jouent un rôle important. Ils évoquent notamment les émetteurs bêta de très faible énergie, comme ceux émis par le tritium, et on en a abondamment parlé déjà tout à l'heure. Et on sait que le tritium est largement émis par les installations nucléaires, donc aussi bien les centres de traitement que les centrales. Mais beaucoup plus les centres de traitement, mais les centrales émettent quand même pas mal de tritium. Alors il y a ce qu'on appelle les particules chaudes insolubles ou agglomérées, comme il y en a eu à Tchernobyl, comme les oxydes de plutonium et d'uranium. Et alors il y a ce qu'ils appellent les émetteurs séquentiels, c'est-à-dire les émetteurs radioactifs qui donnent lieu à un nouvel émetteur radioactif qui, dans un court laps de temps, émet lui aussi. Donc c'est le cas pour le strontium, qui, après émission d'un électron bêta, donc c'est un rayonnement bêta, donne naissance à l'yttrium 90, et l'yttrium 90 est lui-même radioactif, et il a une très courte durée de vie, donc il y a consécutivement deux lâchers radioactifs, et il considère que pour le processus de réparation cellulaire, c'est pratiquement impossible pour la cellule de se réparer. Et même chose pour le tellurium 132, qui donne naissance à l'iode 132. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il y a l'éternel iode 131, mais le 132 qui lui est un élément fille du tellurium et qui lui se dégrade très vite aussi. Donc il a une très courte période. Donc dans l'exposition à l'iode, on a eu tendance parfois à minimiser le rôle de l'iode 132, mais qui semble avoir un rôle important du fait qu'il est lui-même élément produit par le tellurium. Alors, il y a un phénomène dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais je vais en dire un mot parce que c'est ce que dit le série. Ils évoquent les deux éléments radioactifs qui jouent un rôle très important dans les organismes vivants, c'est l'hydrogène et le carbone. Donc, le tritium, isotope de l'hydrogène, lorsqu'il se désintègre, il se transforme en un autre élément qui est l'hélium. L'hélium n'a pas du tout le même rôle chimiquement que l'hydrogène, et biologiquement encore moins. Donc, le fait qu'il y ait une transmutation, qu'on passe du tritium, de l'hydrogène à l'hélium, ne doit pas être innocent dans le processus de dégâts que fait le tritium. Même chose pour le carbone 14 qui se transforme en azote, comme Monique Sonnet l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, et cette désintégration conduit à avoir un bouleversement dans des processus fondamentaux des organismes vivants, et on sait que ces deux éléments y jouent un rôle essentiel. Alors le série propose justement, pour sortir de cette difficulté qu'ils ont mise en évidence, de pondérer pour les expositions internes à certains isotopes, de pondérer par des facteurs d'amplification pour les éléments radioactifs les plus préoccupants. Alors quand je dis pondérer, c'est-à-dire que le risque induit est multiplié par un certain facteur. Alors pour le tritium, il propose de multiplier par 10, donc c'est impressionnant. Pour le carbone 14 par 5, pour le strontium 90 par 300. Alors là, on sait que le strontium 90 a joué un très grand rôle dans les émissions liées aux explosions nucléaires effectuées dans les années 50-60 et jusqu'au début des années 70 pour la France. Donc il y a eu beaucoup de strontium émis, et ce strontium qui se loge dans
dans le squelette, dans les os, joue un rôle apparemment beaucoup plus négatif qu'on ne croyait. En tout cas, c'est ce qu'eux disent sur la base de l'ensemble des études publiées. Ceci date de 2003, hein, donc c'est pas très vieux, mais c'est quand même plus tout jeune. Mais ça n'a pas été contredit depuis. Pour le plutonium et l'américium, facteur 300, le cérium 50 et le ruthénium 50. Je dirais que le ruthénium est un élément largement émis à la HAC. Alors, il y a, sur base des retombées de Tchernobyl, ici il faut dire une chose importante, je crois, c'est que on parle toujours de Tchernobyl en évoquant la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Il y a des retombées de Tchernobyl dans toute l'Europe. Et je voudrais quand même signaler un élément important, c'est que une question parlementaire qui a été posée par une députée allemande il y a 2 ou 3 ans sur les conséquences pour l'Europe, l'Union européenne de Tchernobyl, est-ce qu'il reste des reliquats de concentration. On en a évoqué tout à l'heure avec Denis Fauconnier, mais ce qu'a répondu la Commission européenne est éclairant. J'ai oublié de mettre ça dans mon diaporama, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de ça, je peux vous fournir. La question était, quelles ont été les conséquences, quelles sont encore aujourd'hui les conséquences? La Commission a répondu ceci. Dans de nombreuses zones de l'Union européenne, notamment en Écosse, au Pays de Galles, en Allemagne et dans les pays nordiques, il reste des zones entières pour lesquelles la contamination est telle que ça présente encore un risque pour les animaux sauvages, pour certains animaux d'élevage, par exemple les moutons élevés en Écosse, eh bien, avant l'abattage, on les transfère dans une région différente pour qu'ils aient une autre alimentation que l'herbe écossaise, parce que l'herbe écossaise est encore largement radioactive. Alors, je reviens à mon sujet. Le facteur de risque de la CIPR, dont je viens de vous laisser entendre qu'ils étaient considérés comme erronés, sont, d'après une évaluation faite par Chris Busby et son épouse, qui a repris des études épidémiologiques effectuées sur les jeunes enfants nés de mères enceintes pendant l'accident de Tchernobyl. Ils ont comparé les enfants nés après l'accident 86, après mai, c'était fin avril 86, jusqu'au milieu de 87, parce qu'ils ont dit qu'il y avait les fourrages qui étaient contaminés, donc elles ont pu encore ingérer de la viande qui avait consommé du fourrage contaminé, donc on ne sait pas. Donc, ici, ça porte sur la leucémie infantile. Ils ont examiné ces enfants-là et ils ont comparé avec une cohorte d'enfants nés entre 85 et 86, donc 85-86 avant l'accident et après. Donc, et ils ont étudié la probabilité d'erreur et leur conclusion est que manifestement la leucémie chez les enfants qui ont été irradiés in utero a été clairement en augmentation du fait de Tchernobyl. Donc là c'est une preuve, en tout cas, de cet effet. Je pense que c'est scientifiquement irréprochable, ça n'a d'ailleurs pas été contesté. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? Écoutez, la première conclusion, c'est que je trouve ce traité de Euratom insupportable, il faut le supprimer. Mais malheureusement, il faut l'unanimité pour l'abroger. Donc il suffit que la France et l'Angleterre disent non, on ne bougera pas. Alors je pense que le modèle CIPR a fait son temps. Comme tout modèle, il est amendable, il faut l'amender. Le modèle CIPR doit être corrigé et y introduire des facteurs de pondération spécifiques de l'exposition, parce qu'une exposition fractionnée sur une longue période ou une exposition brutale, ce n'est pas la même chose, et que les isotopes concernés pour les expositions internes doivent être affectés de facteurs correctifs. Alors moi je ne dis pas que ceux qui ont été publiés par le CERI sont corrects, je pense qu'ils sont dans la bonne direction, et qu'ils adoptent plus ou moins une approche de précaution. Donc je pense que c'est ce qui s'impose, c'est adopter une approche de précaution. Alors la proposition du CERI que moi je fais mienne, c'est que la limite de dose de 1 millisievert c'est trop. Il propose de passer à 0,1. Il me semble que c'est correct. Oui, tout à fait.
Et alors la justification, article qui est déjà dans le traité et qu'il faut introduire dans le traité européen, la justification est impérative, basée sur le respect du droit de tous, pas seulement une conception utilitaire qui dit que s'il y a une majorité de la population qui est contente, ça va, tant pis s'il y a des victimes. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de victimes. Donc la justification d'une pratique comme la production de MOX et le retraitement, cette justification doit être établie. On peut discuter, mais au moins qu'on le fasse, qu'on suive le processus normal qui a été en principe inscrit dans les textes. Voilà, je conclurai avec ça. Merci. Je voudrais dire, par rapport à la radioactivité naturelle, la vraie radioactivité naturelle ne fait que baisser depuis l'origine de la Terre. Si aujourd'hui, ce que l'on classe de radioactivité naturelle, elle réaugmente, c'est à cause des activités humaines. Je dis désolé, les mines d'uranium, elles ne se sont pas faites toutes seules. Hein. Si on a ramené à la surface de la radioactivité, c'est l'homme qui l'a fait. Ça s'appelle la radioactivité naturelle renforcée. Quand on utilise certains matériaux dans le bâtiment, on s'en préoccupe. Aujourd'hui, on dit, tiens, il faudrait peut-être choisir certains matériaux plutôt que d'autres, etc. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est l'homme qui a apporté. Et c'est depuis que l'homme a développé, évidemment, l'industrie nucléaire, les armes nucléaires, la médecine nucléaire, globalement, oui, la radioactivité, globalement, elle augmente. Alors, évidemment, pas de manière uniforme. Hein. Et là où il y a ambiguïté, c'est que quand on vous parle systématiquement en vous disant « Ah oui, mais il y en a déjà dans la nature, et ça nous donne le droit, de quel droit, moi j'aimerais bien savoir, d'en rajouter alors une petite quantité. » Qui a décidé que nous avions le droit d'en rajouter? Alors, dans la nature, en gros, la limite de dose, enfin la dose que l'on reçoit en moyenne, c'est de l'ordre de 2 et quelques millisieverts par an, on parlera assez limité, et les organismes nationaux ont considéré comme acceptable, au-delà c'est inacceptable, mais même en France c'est considéré comme acceptable au-delà de l'inacceptable, eh bien, ils ont considéré, parce qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis ni le vôtre, pour décider qu'on pouvait très bien en rajouter un pour la population, pas pour les travailleurs. De quel droit ont-ils décidé ça? En fonction de quels critères? Dans la mesure où ils continuent à donner des autorisations de rejet qui vont à la hausse dans l'environnement, je suis désolé, on ne va pas dans le bon sens à ce niveau-là. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime, ce genre de pollution. Et là, je voulais terminer sur les océans, parce que ce qu'on a à juste titre arrêté, c'est-à-dire de balancer des flux directement dans l'océan, on continue à le faire à travers des tuyaux. Je suis désolé, on n'a pas du tout avancé. Et on a augmenté ces autorisations de rejet. On ne va pas dans le bon sens. Alors certes, il y a un côté miraculeux. C'est que vous balancez des gigabecquerels dans la mer, et vous analysez de l'eau de mer et vous ne les retrouvez pas. Donc, discours officiel, vous voyez bien, ils ont disparu. Ils ont disparu. Ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais pu imaginer. Ils ont disparu. En réalité, ils n'ont pas disparu du tout. La nature est tellement faite qu'elle nous les renvoie dans la figure. À un moment donné, quand vous êtes dans les fjords de Norvège, quand vous êtes de certaines plages d'Irlande, etc., etc., etc. Et ça, nos enfants, si on continue à ne rien faire dans ce niveau-là, ils s'en prendront plein la figure. Parce que ça va leur revenir par petits paquets. On a des données chiffrées sur la pollution, sur la contamination des poissons dans l'océan Atlantique Nord. Hein. Là, on a des données. Hein. Donc, je n'ai pas en tête les références exactes, mais il y a eu des publications il y a 7 ou 8 ans, très détaillées, sur la contamination des poissons dans tout l'Atlantique Nord et dans la Baltique. Donc, et comme le dit Monique Sonnet, c'est vrai qu'il y a une pollution radioactive, notamment due au rejet de Sellafield et de La Hague, qui sont les 2 unités de retraitement qui rejettent beaucoup plus que les centrales nucléaires. Donc, ce sont des 2 unités dans le monde qui sont les plus préoccupantes. Je permettrai de répondre. J'en parlerai peut-être cet après-midi. Vous avez un accident qui s'appelle Tchernobyl et un autre accident qui s'appelle Hiroshima ou Nagasaki. Ces 3 accidents
sont considérés par l'OMS comme équivalents d'importance du temps de Nakajima, qui était à ce moment-là directeur général. Un des accidents, c'est une émission de toutes sortes d'énergie pendant un nombre limité de secondes, qui comporte aussi des neutrons et des rayons gamma à côté de tout le reste. C'est-à-dire cette lumière, cette chaleur, cet ébranlement qui détruit la ville et l'environnement. De l'autre côté, vous avez aussi une explosion qui casse une dalle, qui entraîne un incendie et qui émet pendant 10 jours une quantité colossale, peut-être 100, 200 fois plus importante que les bombes japonaises. Et tout doucement répartissent cette radioactivité dans l'hémisphère nord avec des zones de retombées très importantes à certains endroits et moins importantes à d'autres. Il y a des pays comme les États-Unis qui considèrent que, je crois, au bout de 10 ans, un dépôt de radionucléides chez eux fait partie du background, c'est-à-dire de la radioactivité naturelle. Donc on s'en débarrasse dans la définition même. Donc vous avez deux accidents qui ne se ressemblent pas. Et si vous avez une irradiation externe qui a été formidable et de très courte durée chez les Japonais, qui ont été étudiés, parce qu'on a étudié les victimes de cette irradiation initiale qui intéressait l'armée américaine, il fallait savoir dans quel rayon les soldats allaient mourir, dans quel rayon les soldats allaient survivre mal, et dans quel rayon ils reprendraient des armes et à quel moment. C'est ça, tout le travail des 5 années qui ont suivi la bombe ou les bombes. C'est tout l'inverse à Tchernobyl. On fait le bilan de la contamination qui se poursuit. La partie d'irradiation externe est devenue extraordinairement faible, interne représentant plus 80-90 davantage %. Ce sont deux sources d'irradiation dont il a été question ici. Elle n'est pas diffuse pour l'organisme. Les rayons gamma qui sont tombés du ciel à Hiroshima ont traversé l'individu de part en part. Mais les rayons de strontium ou de césium que nous avons dans l'organisme, eux, sont concentrés à des endroits très précis. Et selon l'âge, ces endroits ne sont pas les mêmes. Alors je vous dirais cet après-midi que chez le petit enfant, c'est le thymus, le pancréas, etc. Chez l'adulte, ce sont les glandes endocrines. Peu importe lesquelles. Une précision. J'aimerais comprendre. Donc quand c'est Hiroshima ou Nagasaki, c'est des gamma et des X. C'est pire que ça. Le rajout exact, c'est que à Hiroshima Nagasaki, c'est juste 1 kg à 2 kg de matière. 1 à 2 kg de matière qui a fissionné. C'est seulement ça. À Tchernobyl, eh ben, c'est des tonnes. C'est-à-dire c'est 400 tonnes qui s'est répandu. Mais qui était pleine de produits de fission, puisque le réacteur avait déjà fonctionné pendant 3 ans. Et ça fait une quantité de matière absolument fabuleuse par rapport à la bombe. Mais la bombe a beaucoup plus d'effets parce qu'elle a un effet d'écrasement, un effet de rayonnement et un effet de souffle. D'accord. Ce que par chance n'a pas fait Tchernobyl. Mais il a fait plein de dégâts autres. Madame, vous avez demandé ce que vous deviez faire comme citoyenne. Écoutez, je pense qu'il faut constituer un lobby, et le lobby existe puisqu'il y a le réseau Sortir du nucléaire, donc si vous n'y êtes pas, rejoignez-le. J'en fais pas partie, je suis à l'aise. Hein. Je suis dans un autre pays. Enfin, je fais aussi de l'antinucléaire. Et dans toute ma carrière, qui n'est pas terminée d'ailleurs,
contrairement aux apparences, je continue à être militant antinucléaire. Et je l'ai toujours été depuis le début, et je pense qu'il faut l'être. Mais on ne peut pas simplement être militant dans son coin, il faut participer à des actions collectives et il faut essayer de faire pression sur le politique. Et le politique a tous les atouts pour échapper au débat, et surtout quand toute la classe politique, mis à part ceux qui s'appellent les écologistes, mais tous les autres sont plus ou moins pro-nucléaires. Et ici, il y a une situation historique, c'est qu'au lendemain de la guerre 40-45, il y a eu ce consensus entre d'une part les gaullistes et les communistes, qui étaient tous les deux pro-nucléaires. Frédéric Joliot-Curie, si je me souviens bien, était communiste. Oui, j'ose répondre. La question, c'est qu'on raconte des bobards aux médecins depuis le début. La corporation médicale, ça n'existe pas depuis très longtemps. Ça arrange certains qui veulent des brides de pouvoir de dire qu'il y a une corporation médicale, mais je peux vous dire que ça n'existe pas. C'est chacun pour soi et déjà bien content ceux qui arrivent à surnager. Alors, ce qui est terrible en France, et que moi j'ai pu suivre depuis le début, c'est qu'on a un rouleau compresseur d'informations pro-nucléaires qui ont désinformé les médecins systématiquement depuis le début, depuis le professeur Pellerin, depuis tous les Tubiana, le problème c'est qu'il sévit encore, et qui vous disent « Ah, mais vous vous rendez compte, grâce aux rayons, vous avez les scanners, les machins et tout. » Ce qu'ils ne disent pas, c'est le nombre de Sievert qui balance avec les scanners. Et donc, on laisse sans arrêt un flou. Bon, je pense que ce n'est pas très drôle. Il faut savoir que le courage civique d'un médecin français qui veut travailler dans ce domaine met en jeu sa carrière et il ne tiendra pas le coup. Prenons le cas de Jean-François Viel, qui est un ami. Denis Foucault, qui est dans la salle. Il est arrivé, Denis Foucault. Oui. Bon, je prendrai ce cas de Viel, qui a fait une étude comme tant d'autres, comme des Américains, des Canadiens et des Anglais avant lui, et qui a confirmé que dans l'environnement de La Hague, on avait une augmentation des leucémies. L'étude est sérieuse, l'étude est propre, et elle a été publiée. Mais si vous aviez connu la vague de haine suite à cette étude, c'est incroyable. Comme elle était publiée en anglais, c'est qu'il n'avait aucun respect du pays dans lequel il travaille. S'il faisait le malin, c'est qu'il avait fait ses études en Amérique et pas dans son pays natal. Enfin, on a entendu tout ce qu'on voulait. Le fait est que sa carrière a été cassée. Il s'est retrouvé avec 15 000 francs français pour la recherche dans son budget annuel. Ça ne paye pas tout à fait la secrétaire. Voilà, ça c'est pas des euros. Maintenant, il a essayé de se débattre, il a écrit un livre, etc. Puis, ce qui est normal en France, des savants ont tout de suite fait une contre-expertise, non pas dans le temps qu'il faut pour faire une contre-expertise, mais dans le temps qu'il faut pour rédiger quelque chose contre un collègue. Ça a été très vite fait, et ça a confirmé l'absurdité du travail de Viel pour tout le monde. Il a fallu quelques années pour qu'on s'aperçoive que ces deux travaux étaient faussés, étaient mensongers. Alors, le fait que le monde signale que ces travaux sont mensongers, etc., ça n'a pas permis à Viel de retrouver une place dans le monde scientifique français. Et le fait d'avoir fait deux travaux sales pour détruire un collègue n'a aucunement gardé la carrière de ces deux Français. Donc c'est là où nous sommes. Et quand maintenant je vais chez Jean-François Viel avec un protocole, parce que c'est un grand épidémiologiste, il m'envoie promener. Plus rien. Plus rien. Je ne touche plus au nucléaire. Ça a tué ma carrière, mais j'ai quand même 2 enfants. Rien. Je ne peux plus lui parler.
Voilà, c'est un Français moyen, si vous voulez, qui a eu du courage et qui a été détruit. Combien d'autres oseront le faire?